Salut, c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés financiers. Aujourd'hui, je voulais vraiment te présenter les différentes erreurs que moi j'ai pu commettre en bourse et qu'il faut absolument que toi tu évites afin d'éviter de te faire plumer. Moi, ça m'a mis entre 9 et 10 ans avant de comprendre l'ensemble de ces erreurs. Et le but de cette vidéo, c'est que toi, justement, tu n'aies pas à attendre 9 ou 10 ans, mais que tu sois opérationnel tout de suite. Et donc du coup, la première erreur que j'ai pu faire, je n'avais même pas encore investi, je n'avais même pas encore acheté une seule action que je perdais déjà de l'argent, sans le savoir. Et c'était principalement en fait dans le choix de mon courtier. En gros, donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas vouloir investir en bourse ou sur les marchés financiers en règle générale, il va falloir que tu ouvres des portefeuilles. Donc que ce soit par exemple un PEA si tu es résident fiscal français ou par exemple un CTO pour pouvoir en fait conserver les différentes actions ou ETF que tu vas pouvoir acheter. Et donc du coup, tu vas pouvoir ouvrir ces portefeuilles via principalement trois acteurs qui sont soit des banques traditionnelles, soit des banques en ligne ou autrement des courtiers qui eux vraiment sont spécialisés. C'est vraiment leur cœur de métier. Et moi, l'erreur que j'ai faite, ça avait été d'ouvrir un PEA auprès d'une banque traditionnelle. Pourquoi? Tout simplement, les banques traditionnelles ne sont pas compétitives et en fait, elles vont appliquer énormément de frais à ton portefeuille. Et pour te dire à quel point il peut y avoir énormément de frais, dis-toi que pour un portefeuille, tu peux avoir des frais d'ouverture, des frais de clôture, des frais de transaction, ou ce qu'on appelle aussi des frais de courtage, des frais de conversion de devises. Si par exemple tu décides d'acheter non pas en euros, mais par exemple en dollars, une action, tu peux avoir aussi ce qu'on appelle des droits de garde, qu'on appelle aussi frais de gestion ou tenue de compte. En gros, ça c'est la banque qui te dit, soyez content que je détienne vos titres et donc du coup pour la détention de ces titres, je vais vous faire payer tant d'euros par ligne. Ce qui est une aberration, hein. Des frais d'inactivité, des frais de transfert et des frais de retrait. Déjà, ce qui est pas mal, c'est qu'en 2020, il y a eu un décret lié principalement à la loi Pacte qui a déjà plafonné certains frais pour éviter justement que les banques traditionnelles abusent de l'ensemble de ces frais. Donc du coup, par exemple, les frais d'ouverture, maintenant, ils ne peuvent plus excéder 10 euros. Les frais de transaction sont maintenant plafonnés à 0,5% par transaction. Et les droits de garde, elles sont limitées à 0,4% de la valeur totale du plan. Et moi, ce que je te conseille, honnêtement, ce n'est pas d'ouvrir un PEA ou un CTO avec une banque traditionnelle. Parce que, comme je te l'ai dit, elles ne sont pas compétitives. Donc du coup, regarde principalement les banques en ligne ou vraiment les courtiers. Et tu verras que les banques en ligne ou les courtiers, généralement, il y a plein de frais qui vont sauter. Elles ne vont pas t'appliquer de frais d'ouverture, de frais de clôture. Ensuite, au niveau des frais de transaction ou des frais de conversion de devises. Alors ça, je te conseille, moi, honnêtement, de choisir un courtier où l'ensemble de ces deux frais ne va pas excéder 0,3%. Ensuite, les droits de garde. Ça, un bon courtier ne t'appliquera aucun frais sur les droits de garde. Les frais d'inactivité, bon, on va pas se cacher, si toi tu commences à investir sur les marchés financiers, ton but c'est d'investir au minimum, on va dire peut-être une fois par mois ou une fois par trimestre. Donc généralement tu devrais de facto éviter ces frais. Les frais de transfert, ça c'est si tu décides de transférer ton PEA ou ton CTO d'une banque à une autre. Bon, honnêtement, si tu as déjà bien choisi ton courtier dès le début, ces frais de transfert, tu n'auras jamais besoin de les payer. Et ensuite, les frais de retrait. Donc ça, les frais de retrait, c'est si tu décides de récupérer l'argent qu'il y a sur tes portefeuilles et de les ramener sur tes comptes en banque. Donc ça, autant te dire que c'est niet, hein, il ne faut surtout pas que tu en payes. Donc voilà, donc ça c'était déjà la première erreur que j'ai pu faire lorsque j'ai commencé à investir. La seconde erreur que j'ai pu faire, ça a été de croire qu'une action qui valait par exemple, on va dire 5 euros, était forcément moins chère qu'une action qui valait 100 euros. Et ça, c'est complètement faux. En gros, lorsque tu vas vouloir savoir quelle entreprise est plus chère qu'une autre, il ne va pas falloir que tu compares uniquement leur prix de leur action, qui n'a aucun sens, mais il va falloir que tu compares leur capitalisation boursière. En gros, je vais te faire un exemple. On va prendre deux entreprises qui réalisent exactement la même chose. On va dire Twix droit et Twix gauche, ok? Donc pour Twix droit, on va dire que son action s'échange à 50 euros. Pour Twix gauche, son action s'échange à 100 euros. Donc moi, en tant qu'investisseur débutant pas du tout formé, je me disais, voilà, si Twix droit s'échange à 50 euros, elle aura plus de chances de s'apprécier et d'arriver à 100 euros comme Twix gauche.
Sauf que non, le truc que je regardais pas, c'était aussi le nombre d'actions qu'il y avait en circulation. Et si maintenant je te dis que pour Twix droit, le nombre d'actions en circulation, il est de 100, tandis que pour Twix gauche, le nombre d'actions en circulation, il est de 25, et bien du coup, la capitalisation boursière, donc qui représente vraiment la valeur globale d'une entreprise, ben pour Twix droit, il serait de 50 fois 100, on serait à 5 000 euros. Pour Twix gauche, ça serait 100 fois 25, et là on serait à 2 500 euros. Et donc là, tu comprends que deux entreprises exactement identiques, et bien au final, c'est bien celle qui avait l'action qui s'échangeait à 100 euros qui est moins chère que celle qui avait une action qui s'échangeait à 50 euros. Une autre erreur que j'ai pu commettre, ça a été de penser que je pouvais investir sur une entreprise uniquement parce qu'elle était de renommée ou du moins connue du grand public. Alors ça, je te le déconseille. Par exemple, je sais pas, on imagine au niveau du CAC 40, tiens, je suis un consommateur de produits Danone, donc que ce soit de la nourriture ou de la boisson qu'ils peuvent réaliser. Donc, moi j'aime bien ce qu'ils font des bons produits. D'autres personnes dans le monde aiment aussi ce qu'ils font, donc je vais investir chez Danone. Ou autrement, moi je suis actuellement chez Orange, ils ont un réseau qui est relativement bien, donc personnellement je vais investir chez Orange. Alors ça, je te le déconseille complètement. Ce n'est pas parce qu'une entreprise réalise de bons produits qu'au niveau de ses fondamentaux, que d'un point de vue de ses finances, elle soit de bonne qualité. Donc ça, enlève-toi ça de la tête dès à présent et ça t'évitera beaucoup de bricoles. Une autre erreur que j'ai aussi pu faire et qui se rapproche un peu de l'erreur précédente, ça a été de choisir une entreprise uniquement parce qu'elle évolue dans un secteur qui est porteur. Je m'explique. À un moment, on parlait beaucoup de tout ce qui était développement durable, etc. Donc se dire, là maintenant, il va être temps que j'investisse dans les entreprises qui conçoivent des panneaux solaires. Ou, là, on parle des véhicules électriques, donc il est important que j'investisse dans un constructeur automobile de voitures électriques. Ou là, actuellement, on est en plein boom de l'IA. Bon, il faut absolument que j'investisse dans une entreprise de l'IA. Alors ça, oui, c'est une question que tu peux te poser, dans le sens où tu vas pouvoir te dire, c'est un secteur qui est porteur, donc le marché global dans plusieurs années, il sera beaucoup plus gros que ce qui peut l'être actuellement. Donc c'est un premier bon point d'entrée, on va dire. Cependant, tu ne peux pas uniquement te fier à ça et te dire parce que le secteur est porteur, alors absolument il faut que j'investisse dans cette entreprise. Non, même dans un secteur porteur, il y a des très bonnes entreprises, mais il y a aussi des entreprises qui sont vraiment nulles à chier. Donc c'est pour cette raison qu'il ne faut pas que tu prennes ta décision sur ce simple argument. Juste avant de te présenter les 5 prochaines erreurs que j'ai pu commettre, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que je sortirai et en plus, ça permet de me soutenir. Maintenant, la 5e erreur que j'ai pu commettre, c'est lié aux dividendes. Et au tout début, quand j'ai commencé à investir, j'ai investi dans quelques entreprises qui avaient un rendement du dividende du moins relativement élevé. Donc on va dire, entre 6 et 10%. Et pourquoi ça, c'est généralement en fait une erreur d'investir dans ce genre d'entreprise? Pour la simple et bonne raison que si une entreprise vous verse un dividende relativement élevé, c'est que soit elle ne sait pas du tout quoi faire de son free cash flow et donc qu'elle utilise une majeure partie de son free cash flow pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividende, ou autrement, ça veut dire qu'en fait les ratios de valorisation de l'entreprise sont relativement bas. Et si les ratios de valorisation de l'entreprise sont relativement bas, ça veut peut-être dire qu'en fait d'un point de vue des fondamentaux, l'entreprise n'est plus si bonne que ça. Peut-être qu'elle est justement en phase de déclin. Et donc imagine que tu investis sur une entreprise avec un rendement de 10%. Tu dis, chouette, dans 10 ans, j'ai remboursé mon investissement initial. Ok, mais si maintenant je te dis que l'entreprise perd du chiffre d'affaires chaque année et que peut-être d'ici 5 ou 6 ans, elle fasse faillite puisqu'elle n'aura plus de produits à vendre. Là, tu as d'un côté, chaque année, l'entreprise te verse 10% de rendement. Cependant, chaque année aussi, l'action de ton entreprise se déprécie de 20%. Donc, si tu avais acheté ton entreprise 100 euros, par exemple, ok, elle va te donner 10 euros chaque année. Cependant, l'action, elle, perd 20 euros chaque année. Donc, au final, ton rendement total, il est de moins 10%. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu fasses attention lorsque tu investis sur une entreprise qui verse des dividendes, déjà à regarder son payout ratio. Donc, s'assurer de savoir quelle est la proportion du free cash flow qui est utilisée pour verser un dividende aux actionnaires. Et ensuite, quand tu investis dans une entreprise, ok, elle peut être mature, ça, il n'y a pas de souci. Mais assure-toi qu'au minimum, en fait, son chiffre d'affaires et principalement son résultat net et son free cash flow croient d'au minimum l'inflation.
Donc on va dire aux alentours des 1,5-2%. Pour que toi, en tant qu'investisseur, en fait, tu ne perds pas de pouvoir d'achat. La sixième erreur que tu peux faire, c'est de ne pas analyser les fondamentaux des entreprises. Dis-toi que on va prendre par exemple l'indice S&P 500 qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines. Dis-toi que cet indice, il a un rendement qui est compris entre 9 et 10% par an. Donc vu qu'il y a 500 entreprises à l'intérieur, forcément il y a des entreprises qui vont faire moins bien que ces 9 ou 10% et d'autres qui vont faire mieux que ces 9 ou 10%. Et toi, ton but, si tu fais du stock picking, donc de la sélection d'actions, ça va être vraiment d'investir sur les entreprises qui font mieux que ces 9 ou 10% de rendement. Sinon, ça ne sert à rien, autant que tu investisses sur un indice. Et donc, pour trouver en fait ces entreprises qui vont mieux faire que la moyenne, il va falloir que tu analyses leurs fondamentaux. Dis-toi que l'appréciation d'un actif, donc l'appréciation d'une action, va dépendre de l'appréciation de son free cash flow. En gros, si une entreprise est correctement évaluée aujourd'hui, si son free cash flow augmente, on va dire de 15% chaque année, la valeur de ton action est censée augmenter de 15% chaque année. Et si toi, en fait, tu n'analyses pas ces fondamentaux, tu vas commencer en fait à investir dans des entreprises qui n'ont pas les bons critères pour pouvoir être des entreprises de bonne qualité. Et tu n'as pas forcément besoin de passer énormément de temps pour analyser les fondamentaux. Quelques heures suffisent. Et encore, tu peux déjà faire un premier tri en un quart d'heure et ensuite, une fois que tu as une entreprise, tu dis « Ah, celle-ci, elle commence à m'intéresser, je vais commencer à fouiller un peu plus pour essayer de comprendre un peu plus son activité. » Et quels sont les fondamentaux à analyser? Tu vas voir, c'est relativement simple. Moi, c'est ce que j'essaye de t'apprendre sur cette chaîne. Déjà, tu vas regarder quoi? L'endettement de l'entreprise. Une entreprise qui n'est pas ou faiblement endettée, c'est une entreprise qui a peu de chances de faire faillite et donc c'est une entreprise qui a de grandes chances que toi, si tu investis maintenant, tu la retrouves d'ici 10, 15 ou 20 ans. Ensuite, ce que tu veux, si tu veux faire de l'argent et avoir au minimum ces 10%, va falloir que l'entreprise dans laquelle tu investisses soit en croissance. Si elle commence à décliner au niveau de son chiffre d'affaires, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je t'apprends à regarder en fait les croissances des entreprises dans lesquelles tu investis au travers du chiffre d'affaires, du résultat net ou du free cash flow. Et ensuite, ça, ok, c'est cool, mais c'est pas encore suffisant. Tu as beau avoir une entreprise qui croît, ça c'est bien, mais si ton entreprise, en fait, elle est très peu rentable, ça va être compliqué aussi. Dis-toi que, imagine, tu investis dans une entreprise qui vend des produits à 100 euros. Et sur ces 100 euros en fait, de chiffre d'affaires, ta véritable rentabilité, elle récupère, elle, que 50 centimes. Là, tu te dis, oh merde, j'ai des marges de 0,5%. Dis-toi que il suffit que les coûts de production augmentent, et là, c'est terminé. D'un coup, ton résultat net et ton free cash flow deviennent négatifs. Donc, c'est pour ça qu'il est important aussi que tu fasses gaffe à la rentabilité de ces entreprises. Et par exemple, ok, tu investis sur les entreprises qui ont 20% de marge, ce qui est tout à fait confortable. Si les coûts de production viennent à augmenter, ok, peut-être pendant 1 ou 2 ans, tes marges vont s'éroder. Elles vont peut-être être aux alentours entre 15 et 18%, mais c'est pas grave, ça reste des marges relativement confortables. Et si en gros, à la fois, tu fais gaffe à l'endettement, tu fais gaffe à la croissance de l'entreprise et tu fais attention à sa rentabilité, dis-toi que déjà, tu as trouvé les entreprises qui ont le plus de chances de superformer le marché. Alors maintenant, l'erreur que je vais te présenter, je sais que beaucoup d'investisseurs ne la comprennent toujours pas, mais ça va être au niveau de la valorisation. Comme je te le répète, même si l'entreprise, tu viens d'analyser ses fondamentaux là, comme je viens de te le dire, donc ça c'est bien, tu as trouvé l'entreprise qui pourrait être capable de faire mieux que le marché. Cependant, l'erreur que tu fais, c'est que tu l'achètes à n'importe quel prix. Et ça, si tu surpayes une entreprise, jamais tu peux avoir de bons rendements. Si tu comprends que si tu achètes une entreprise, une action 50 euros, tu auras plus de chances d'avoir des meilleurs rendements que si tu l'achètes à 100 euros, tu as tout compris en investissement. Le but, toi, quand tu investis sur les marchés, c'est d'acheter 1 euro pour moins que 1 euro. Et c'est exactement ce que tu fais lorsque tu analyses en fait la valorisation d'une entreprise. Et si tu crois que cette valorisation, non mais c'est peanut, oui, une entreprise, si elle est de bonne qualité, dans tous les cas, elle montera. Oui, alors ça, oui, il y a des chances que sur du très long terme, elle monte. Cependant, si tu la surpayes dès le début, peut-être qu'au lieu d'avoir des rendements qui superforment un indice, tu vas te taper des rendements de 2% annualisés. Et dans ce cas-là, tu vas faire moins bien en fait qu'un indice, donc ce qui n'a aucun sens, aucun intérêt. Donc du coup, il est très important que toi, une fois que tu as sélectionné les entreprises dans lesquelles tu vas investir, tu te poses la question,
est-ce que actuellement l'entreprise mérite ce prix pour me permettre d'avoir des rendements qui superforment un indice. Si c'est le cas, dans ce cas-là, tu l'achètes. Si ça ne l'est pas, dans ce cas-là, il faut juste que tu attendes. L'avant-dernière erreur que tu puisses réaliser, c'est de suivre les conseils d'autrui. L'ensemble des décisions que tu prends lorsque tu investis sur les marchés financiers, elles t'appartiennent. Donc ne va pas te dire « Oh tiens, j'ai entendu parler d'un mec qui s'appelle Warren Buffett, là c'est un super grand investisseur. Je ne vais pas m'embêter, moi je vais même pas trop analyser les entreprises, je vais regarder dans quoi il investit et je vais le recopier. » Ou « tiens, j'ai entendu sur une chaîne de télévision que telle personne nous recommandait d'investir dans telle entreprise ou de vendre tel actif, donc du coup, je vais le suivre. » Ou « tiens, j'ai découvert un petit gars là sur YouTube, là, il s'appelle Maxime, la chaîne Bourse Solutions, il nous présente différentes sociétés et il nous dit que la société elle est plutôt pas mal celle-ci et si tu veux réaliser des bons rendements, lui il l'achèterait à tel prix. » Non, ne suivez pas bêtement ce que vous pouvez lire ou entendre sur les différents réseaux de communication qui puissent exister. Moi, je suis vraiment ici, non pas pour vous apporter un poisson, mais pour vous apprendre à pêcher. Je veux pas te dire, si tu veux faire de bons rendements, il va falloir que tu investisses dans cette entreprise, cette entreprise, cette entreprise, cette entreprise. Non, moi je suis là pour te dire, voilà, si tu veux trouver les bonnes entreprises et réaliser de bons rendements, voici la méthode que moi j'utilise. C'est vraiment une méthode que j'essaye de vous apprendre. Et en aucun cas, je vous dirai dans quoi investir. Ça relève vraiment de la gestion de patrimoine. Et donc du coup, voilà, il est très important que vous fassiez vos propres analyses et que vous ayez un esprit critique. Après, la chose que je peux moi, par exemple, réaliser, c'est de me dire, tiens, j'ai cette entreprise, je la trouve pas mal, j'ai envie d'investir dessus, et je vais regarder, est-ce que les grands investisseurs, eux aussi, ils investissent sur cette entreprise. Et il y en a certains, je me dis, tiens, cette entreprise, je l'aimais bien, lui aussi, il a investi dessus. Donc au final, peut-être que mon analyse était bonne. Mais par contre, il y a plusieurs fois où il y a des investisseurs, des grands investisseurs, je regarde leur portefeuille, et il y a des entreprises où je me dis, alors là, honnêtement, je comprends même pas pourquoi il a investi dessus. Pour moi, c'est des entreprises qui sont à ras des pâquerettes, nuls de chez nuls. Sauf que ces personnes sont de bien meilleurs investisseurs que moi. Il y a probablement des choses qu'ils ont vues que moi, je ne vois pas. Et dans ce cas-là, c'est OK. Moi, cette entreprise ne me convient pas, j'investis pas. Parce que j'ai mon propre esprit critique, je sais dans quelle entreprise je veux investir. Et c'est pas parce que machin ou un tel a investi dessus que moi, je vais investir bêtement comme lui. Et enfin, cette dernière erreur, c'est probablement la plus dure sur laquelle tu vas pouvoir travailler et qui peut littéralement ruiner tous tes efforts. Ok, tu as trouvé le bon courtier avec des frais relativement faibles. Ensuite, tu as su analyser les entreprises pour trouver celles qui se démarquent des autres. Et enfin, tu as réussi à trouver un prix d'achat cible pour pouvoir réaliser des rendements qui superformeront un indice. Là, tu penses avoir fait le plus dur, détrompe-toi, car il va être très important que tu contrôles maintenant tes émotions. Et ça, c'est vraiment la part de l'investissement qui est la plus importante et la plus dure à maîtriser. Je vais te citer une citation de Peter Lynch qui disait « Almost everybody on this planet has the brain power to make money in the stock market. The question is whether you have the stomach for it. » En gros, pour les non-anglophones, ce qu'il vient de dire, c'est que sur cette terre, tout le monde a l'intelligence pour se faire de l'argent. Cependant, est-ce que vraiment tu auras les tripes pour le faire? Et qu'est-ce qu'il sous-entend par ici? En fait, quand vous êtes dans un marché, on va dire haussier, donc si tu es un investisseur qui a commencé depuis la crise du Covid, là, tout est beau, tout est gentil, tout est mignon. Les marchés boursiers n'ont fait principalement que d'augmenter. En revanche, que se passera-t-il lorsqu'il y aura un krach boursier? Comment toi réagiras-tu lorsque tu verras par exemple tes investissements qui vont s'écrouler de pourquoi pas 30, 40, 50, 60, voire 90%? Est-ce que tu auras toujours les tripes pour conserver en fait les différentes positions dans lesquelles tu as investi? Si oui, dans ce cas-là, tu seras probablement un bon investisseur. En revanche, si tu commences à avoir peur et te dire « Oh là 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 là, mes actions là viennent de perdre 20%, il est temps que je les vende avant de tout perdre. » Là, je suis désolé de te dire que si tu n'as pas les tripes pour conserver tes actions dans les moments de doute, lorsqu'il y a des crashs, tu ne pourras jamais être malheureusement un bon investisseur. Et ensuite, c'est pareil, est-ce que tu maîtrises ce qu'on appelle ce FOMO, donc Fear of Missing Out, ou cette sensation de louper quelque chose? Imagine, on va prendre l'exemple de Nvidia,
Tu te dis, bah ok, Nvidia, je sais que c'est une entreprise de bonne qualité et je veux l'acheter, on va dire, à 100 dollars. Donc là, actuellement, on va dire que l'action est à, je sais pas, 115, 120 dollars. Ok, donc pour l'instant, tu rentres pas en position parce que tu te dis, elle est trop chère à tes yeux. Et là, d'un coup, en 2 semaines, tu vois que l'entreprise Nvidia vient de passer de 115-120 dollars à 200 dollars. Et là, dans ta tête, tu commences à te dire, putain merde, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose là? Et est-ce que justement, tu vas pas avoir ce qu'on appelle justement ce FOMO, où toutes les personnes à côté là, de toi te diront, mais putain, mais je comprends pas, pourquoi n'investis pas dans Nvidia? Regarde, j'ai acheté Nvidia là à 120 dollars, je me suis déjà fait là plus 70-80% en 2 semaines. Et là, tu vas commencer à cogiter et tu vas te dire, ah putain merde, ouais, peut-être que tu as raison là, en fait, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Bah non, 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 non. Si toi vraiment tu as fait l'analyse correctement, eh ben non, tant pis, même si l'action augmente de 80%, bah c'est pas grave. Peut-être que tu te seras trompé, mais pour toi, au moment où tu l'as analysée, elle ne valait pas plus que 100 dollars par exemple. Donc dans ce cas-là, bah tant pis. Peut-être que tu as loupé une opportunité, mais ça, ce n'est pas grave. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Alors, cette liste n'est probablement pas exhaustive, mais moi, c'est les 9 principales erreurs que j'ai pu commettre lorsque j'ai commencé à investir. Donc toi, si tu as commis d'autres erreurs, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire. Elles sont très importantes pour les nouvelles personnes qui veulent investir sur les marchés financiers. Et si tu ne l'as toujours pas vu, je t'ai fait une vidéo qui te présente ce qu'est la bourse et son fonctionnement. Donc c'est relativement simple et rapide à comprendre. Donc elle se trouve juste ici. Dans tous les cas, eh ben nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!